Bon, merci d'être venu. Petite conférence de presse. Donc les trois sujets, les sujets qu'on va aborder aujourd'hui, on va parler PADD, qui est un des gros éléments du Conseil métropolitain de demain, qui est le gros moment d'arbitrage politique de demain, et parce qu'il va influencer toute l'urbanisation, la politique des transports pour au moins une dizaine d'années, voire et sûrement beaucoup plus. Ensuite, on parlera rapidement de la chaufferie biomasse, qui revient à ce Conseil métropolitain avec un amendement qu'on va porter sur l'implication des citoyens dans le dispositif. Et le dernier point sera sur le vœu qu'on dépose sur la situation, la crise démocratique profonde que vit en France et la position de Jean-Luc Moudenc, de pompier pyromane, sur la situation, et notamment en lien avec les violences qui sont faites contre les manifestants. Voilà, donc ça c'est pour brosser le panorama. Je vais commencer sur le PADD que je vais brosser avec Odile. Donc le premier point sur le PADD, c'est que c'est un document qui consacre une nouvelle fois la fuite en avant de Jean-Luc Moudenc sur une trajectoire qui est l'hypermétropolisation, qui est l'aspiration de tout le tissu économique du département et de la région sur la métropole, avec donc je disais une fuite en avant sur la construction de logements et sur l'aspiration des habitants. Donc on parle de plus 9000 habitants par an pendant 10 ans, qui est la trajectoire qui est proposée, et qui pose des soucis à plusieurs niveaux. Le premier, c'est que ce chiffre de plus 9000 habitants par an est supérieur au calcul de capacité maximale qu'ont proposé les services dans le cadre de la réalisation du PADD, puisque on parle de 90 000 logements, 90 000 habitants accueillis sur la période de 10 ans, alors que les services évaluent une capacité maximale de 63 000 habitants que pourrait accueillir le territoire. Et ça, c'est en utilisant déjà des espaces de nature, des ENAF, alors qu'on est censé les préserver au maximum. Donc on est au-delà des perspectives possibles, et surtout en fait on est même au-delà des perspectives souhaitables. C'est-à-dire que si véritablement on appliquait le contenu du PADD sur ce qui est la protection de l'environnement, ce qui est sur l'habitabilité de la ville, la lutte contre les îlots de chaleur, la préservation de la ressource en eau, la question des transports, on devrait même être à beaucoup moins. Parce que là encore, on accueille, mais il n'y a aucune réflexion dans ce document sur à quel point il va falloir transformer la question des transports, accélérer nettement sur la question des services publics pour garder une ville habitable et permettre aux gens de se déplacer et de vivre dans cette ville. Et là, on est à un moment où on a eu plusieurs alertes avec la suppression du PLUIH et du PDU sur le fait qu'on n'était pas sur la bonne trajectoire. On a une opportunité colossale qui est qu'on pourrait travailler un plan de déplacement urbain en même temps que le PADD. En tout cas, le PADD pourrait être prescriptif de manière forte sur le PDU en disant il faut accélérer sur les transports en commun, sur le report modal, sur la politique vélo, sur le RER. Odile va le détailler. Et on n'a rien. On a un document d'intention vague avec des objectifs qui sont contradictoires entre eux. Donc par moment, ça ressemble plus à une plaquette marketing qu'à un vrai document d'orientation que l'on attendait. Il y a un deuxième enjeu qui est passé totalement sous silence sur ce PADD, c'est l'enjeu démocratique. On a aujourd'hui un document très technocratique qui parle d'améliorer la qualité de vie des habitants, mais il n'y a aucune implication citoyenne, aucune implication non plus de l'opposition, de points de vue politiques différents, parce qu'on a reçu des documents, pas plus tard qu'hier, des documents majeurs qui permettent de structurer le PADD, on les reçoit 2 jours avant le Conseil de métropole. Et encore, ils sont incomplets. Ils sont incomplets, et il a fallu menacer pour les obtenir. Donc il y a un vrai problème de transparence démocratique, et il y a un vrai problème d'implication des habitants en amont pour la rédaction de ce document, et même en aval. C'est-à-dire qu'on voit aujourd'hui, et la chaufferie biomasse en est un exemple, que si on veut réussir à construire la ville, il va falloir la construire avec les habitants, et pas dans un mode descendant, voire condescendant, qui est la pratique habituelle de Jean-Luc Moudenc. Voilà, le dernier enjeu sur lequel on va insister, c'est l'aspect social. Aujourd'hui, dans ce document, je parlais d'éléments technocratiques, on parle d'urbanisation, d'espaces verts, mais nulle part l'humain
n'apparaît, la question sociale n'est pas posée, il n'y a rien sur les enjeux des inégalités sociales, des discriminations. Donc il y a tout cet aspect social qui est passé sous silence et qui nous préoccupe puisque on est en train de faire une ville, on est en train de faire de l'urbain sans les habitants. Voilà, ça c'est pour le cadre. Odile, si tu veux détailler un petit peu la problématique. Ensuite, dans le détail, quand on rentre dans le document, il y a des problématiques sur l'urbanisme et les transports, et les trames vertes, bleues et noires que Odile va détailler. En fait, ce PADD, qui est en fait la vision politique de l'aménagement du territoire sur les 10 prochaines années, ce document, il dit une chose et son contraire en permanence. D'emblée, la métropole évoque un changement de paradigme. Et on ne le trouve pas, ce changement de paradigme. C'est-à-dire qu'effectivement, on part d'hypothèses de population, qui sont des hypothèses, d'abord il y avait plusieurs scénarios, ça on l'a découvert hier soir, qu'il y a eu plusieurs scénarios, et que c'est le scénario le plus important qui est la base de la construction. En fait, à un moment, ils nous disent aussi dans le PADD que, toujours dans l'idée de défendre l'idée du changement de paradigme, qu'ils vont faire de la préservation des ressources le point de départ du projet d'aménagement. En fait, le point de départ du projet d'aménagement, dans la réalité, c'est l'attractivité. Comment est-ce qu'on continue à attirer un maximum de population, un maximum d'emplois, et pas seulement sur la métropole, mais on peut le dire dans la ville-centre ou tout autour de la ville-centre. C'est le phénomène de l'hypermétropolisation et la CAM, c'est-à-dire la compétitivité, l'attractivité, la métropolisation, l'excellence. À aucun moment n'est discutée la capacité réelle du territoire à accueillir de tels niveaux de population. Bonjour. Bonjour. Voilà, oui, nous étions en train d'évoquer la question du PADD, qui est la vision politique de la métropole sur l'aménagement du territoire. À aucun moment, il y a de changement de paradigme, contrairement à ce que prétend la métropole. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, il va falloir accueillir, nous avons accueilli beaucoup de populations jusqu'à maintenant, donc nous sommes obligés de continuer à accueillir autant de populations, si ce n'est plus. Or, à aucun moment n'est questionné la capacité du territoire en termes d'approvisionnement en eau potable, par exemple. À aucun moment on ne dit, voilà, il y a des études qui montrent que nos réserves en matière d'eau potable, nos réserves pour les usages industriels, les usages agricoles, permet, du fait de la capacité des versants du bassin amont, etc., de répondre à ces enjeux. Alors même que dans le même temps, on a d'abord une préemption de la gestion des cours d'eau par la métropole qui pose un problème, c'est-à-dire qu'en fait on n'a pas de réflexion sur la capacité de l'aval de fournir de l'eau, et qu'on sait que le dernier rapport du GIEC soulève cette problématique de les problèmes de sécheresse qui vont s'aggraver, qui vont avoir un impact sur la capacité à produire de l'alimentation. À aucun moment on ne pose la question de savoir quelle capacité le territoire a de production alimentaire. Rappelle qu'à l'occasion de la crise du Covid, on a été à la limite d'être en rupture alimentaire sur Toulouse. On a été à la limite d'avoir des problèmes d'approvisionnement sur le plan alimentaire. Donc qu'est-ce qu'on prévoit pour les années futures pour d'abord relocaliser la production, éviter de faire parcourir l'ensemble du pays, voire l'étranger, la production alimentaire? Qu'est-ce qu'on prévoit comme capacité de production alimentaire? Qu'est-ce qu'on prévoit comme capacité agricole, justement pour ça? Qu'est-ce qu'on prévoit comme capacité d'avoir une ville habitable, que ce soit en termes de pollution, en termes d'îlots de chaleur? La question n'est jamais posée comme ça. C'est aussi... voilà, c'est le tout et son contraire. C'est très macronien comme document, c'est-à-dire qu'on dit une chose, on déclare une chose, et de l'autre on dit le contraire. Donc tout est basé dans ce document sur des hypothèses de population qui sont complètement délirants et sur lesquelles on n'a pas de réponse et d'assurance sur la capacité du territoire à accepter de telles quantités de population. Et en plus même à respecter le cadre légal, parce que les consommations d'ENAF
En fait, comment est-ce qu'il joue là-dessus? Vous savez que la loi climat et résilience a fixé, nous demande de diviser par 2 notre consommation de foncier. Et que pendant une période de 10 ans jusqu'en 2031, on peut consommer du foncier de différentes manières. C'est-à-dire qu'il y a le foncier qu'on ne peut plus consommer, qui est catalogué comme ENAF, mais il y a aussi, quand vous avez par exemple une petite maison toulousaine avec la moitié du terrain qui est occupé par des espaces verts, si vous construisez complètement sur ces parcelles, vous n'artificialisez pas officiellement. Donc malgré tout, vous diminuez les espaces verts, donc vous augmentez les îlots de chaleur. Il n'y a qu'à voir toutes les constructions qui se font sur la métropole, où finalement, vous avez des bâtiments qui sont à 3 mètres les uns des autres, ce qui pose des problèmes d'habitabilité, ce qui pose des problèmes de relations de voisinage, qui pose différents problèmes. Vous avez aussi le fait que l'attractivité est considérée comme un fait, contre lequel on ne peut rien, alors que c'est un choix politique. C'est un choix politique construit. D'ailleurs, si c'était un fait naturel, il n'y aurait pas d'agence d'attractivité, justement, pour faire venir davantage de population. Il n'y aurait pas comment s'appelle le plan, là, sur le plan économique 2026. Le plan de développement économique. Il n'y aurait pas un plan de développement économique qui cherche à attirer des populations, et pas n'importe quelle population. Parce que ça aussi, la question des inégalités au niveau de la métropole, il est prégnant. À aucun moment, on se pose la question de savoir est-ce que le territoire va être protecteur pour l'ensemble de la population. Il ne vous a pas échappé que cet été, il y a eu une canicule qui a tué des Toulousains, qui a tué des Français, à cause de la chaleur. Et cette canicule, elle touche avant tout les individus âgés, malades, les gens à la rue. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est prévu pour faire face aux pluies diluviennes auxquelles on va être confronté dans les années futures? Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour conserver le peu d'eau qu'on a? Voilà. Et nous, ce qu'on défend, c'est qu'il faut arrêter de vouloir concentrer toutes les activités, toutes les populations dans la métropole, mais surtout autour de la ville-centre. Et que donc il faut développer, et d'ailleurs c'est intéressant parce que le conseil départemental, dans l'avis qu'il a formulé sur le PADD, parle de desserrement économique. On entend de plus en plus de voix parler de desserrement économique, c'est-à-dire de dire qu'il faut organiser, et pas attendre que ça se fasse tout seul, organiser la coopération avec les villes moyennes que nous avons au niveau de l'aire urbaine. C'est-à-dire qu'il faut dépasser la question du simple territoire de la métropole. Il faut travailler à l'échelle de la Haute-Garonne, il faut travailler avec les territoires proches, Albi, Montauban, Auch et autres, pour justement répartir les populations, les activités, d'autant plus qu'on est en train de faire des déserts, des zones, des villes moyennes, alors même qu'on a des leviers en termes de qualité de vie. On entend aussi de plus en plus de gens qui disent qu'ils ne veulent plus vivre dans une ville où il y a des embouteillages majeurs. Et j'en viens à la question des déplacements. C'est-à-dire que réglementairement, un PADD doit respecter une hiérarchie des documents. Vous avez le SCOT, qui est le projet d'aménagement à l'échelle de l'aire urbaine toulousaine. Ce SCOT, il est en cours de révision. Et donc, on nous dit qu'on va respecter le SCOT, alors que le SCOT est en cours de révision et que là aussi, on retrouve les mêmes problématiques, c'est-à-dire des hypothèses complètement délirantes d'apport de population, toujours basées sur l'attractivité, ce qui pose un problème aussi de risque juridique, c'est-à-dire que on peut aussi s'interroger sur est-ce que ce PLUiH ne risque pas d'être de nouveau annulé? Parce qu'il y a la question de l'insincérité qui s'est posée, et on l'évoquait au début. Nous avons eu les pires difficultés pour obtenir des informations sur ces documents. C'est-à-dire que vous avez un PADD qui fait référence, par exemple, à une étude de densification. Eh bien, l'étude de densification, j'ai eu des résumés seulement hier. On a obtenu des résumés, alors que ça fait depuis le 15 février
qu'on réclame à la métropole d'avoir les éléments sur lesquels il s'appuie. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nous affirmer des choses sans que ce soit étayé, sans que ce soit documenté. Donc il y a une rétention de l'information, il y a une volonté de cacher, très clairement, de cacher les hypothèses sur lesquelles on construit son plan, qui pose problème. On a la question des transports, puisque effectivement, on ne peut pas, et ça c'est la loi qui le dit, construire sans prévoir des solutions de transport, sans prévoir des services publics. Or aujourd'hui, et c'est une habitude qu'il y a sur la métropole de longue date, on aménage et on construit sans avoir les solutions de transport, ce qui pose des problèmes d'habitabilité, ce qui pose des problèmes d'accès à l'emploi, d'accès aux services publics. Et là, qu'est-ce qu'on voit? La seule chose qui est proposée, c'est effectivement de densifier autour des stations de métro. Sauf que les stations de métro, elles ne couvrent que 3 communes. Hein. Qu'est-ce qu'on fait pour le reste de la métropole? Alors que depuis plusieurs années, vous connaissez Rallumons l'étoile, une offre est proposée qui propose effectivement de construire un schéma en étoile, enfin pas de construire puisqu'il existe déjà, mais d'utiliser la capacité du système ferroviaire pour desservir un certain nombre de communes plus éloignées de la métropole et hors de la métropole, pour permettre effectivement des déplacements et éviter de laisser tout le monde dans la congestion des transports du quotidien, qui justement pose aussi un problème sanitaire avec le nombre de gens qui meurent ou qui ont une espérance de vie raccourcie à cause des problèmes de pollution. Il n'y a pas un mot dans le PADD sur le projet de Rallumons l'étoile et sur l'étoile ferroviaire. Alors qu'un des arguments qui avait été avancé de longue date par Jean-Michel Latte, c'est de dire non, ça coûte trop cher et de toute façon c'est pas réalisable et de toute façon ça n'apportera les gains le report modal ne sera pas suffisant. Or, on a enfin obtenu, parce que là aussi on l'a réclamé de longue date, les études multimodales. Et que disent les études multimodales? D'abord, ils montrent que Jean-Michel Latte a raconté n'importe quoi sur le coût du projet. Il montre qu'il y a un potentiel de plus de 100 000 voyageurs par jour avec le RER, et on a déjà le réseau qui existe. On a la possibilité, dès 2024, c'est un choix de la métropole et de la région, d'avoir des transports cadencés à la demi-heure de 5 h du matin jusqu'à minuit. On ne l'utilise pas. Et surtout, en termes de densification, si on densifie autour de toutes les gares, on a un meilleur potentiel de densification, tout en ayant une adéquation entre l'urbanisme et le logement. Après, toutes les données, toutes les hypothèses de logement, d'emploi, elles sont corrélées aux hypothèses de population et on a vu qu'elles ne tiennent pas la route. Et puis après, il y a la question de l'évolution du parc automobile, il y a la question de la ZFE. Qu'est-ce qu'on fait effectivement pour répondre aux besoins de déplacement des populations qui sont à l'échelle de la métropole. Voilà. Et si on parle de choses concrètes, vous connaissez ce qui se passe sur Paléficat et sur Borde Blanche, où il y a des projets de ferme urbaine, où il y a des projets de parcs naturels pour utiliser intelligemment les derniers espaces de terre. On nous propose de bétonner tous ces endroits-là. Quels espaces de respiration va-t-il rester aux habitants de Toulouse? Quelle possibilité d'avoir des parcs à petite distance, à quelques minutes de chez soi? Voilà, excusez-moi, je suis toujours un peu dans tous les sens, c'est une des caractéristiques. Voilà. Et puis la question de la biodiversité, c'est-à-dire qu'il parle de tenter de préserver, c'est-à-dire que c'est même pas impératif la trame verte et bleue, alors qu'il ne s'agit pas, il faudrait être tout à fait clair, c'est-à-dire qu'il faudrait être impératif. On ne touche pas à la trame verte et bleue et on la restaure. Parce qu'une trame verte et bleue, s'il n'y a pas de continuité, ça n'apporte rien sur le plan écologique. Et là, rien n'est cadré, rien n'est fixé pour restaurer ces trames vertes et bleues. La question de la pollution lumineuse, la question de la pollution sonore, toutes ces questions-là sont survolées. Très bien. Oui, là je pense que le plus simple, c'est peut-être que vous posiez des questions et que j'y réponde, parce que sinon, vous savez que je suis parti pour longtemps.
Bon, pour clore cet élément sur le PADD, en gros, il y a 3 éléments qu'on reproche effectivement sur ce document. C'est l'obstination vers un modèle qui est complètement dépassé et qui ne correspond pas avec la capacité du territoire à encaisser ce qui est proposé sur l'urbanisation, la destruction des espaces verts et les politiques de transport et de services publics. Le deuxième point, c'est un manque de vision, c'est-à-dire qu'on ne voit pas nulle part, on parle de la ville du futur, ça aurait pu être un grand moment de débat public et démocratique sur quelle ville on veut à l'horizon 2050, ça n'apparaît pas. Et le troisième, c'est l'incohérence. On a le PCAET, par exemple, le plan climat-air-énergie, on est hors des clous complètement sur la trajectoire, sur la consommation énergétique du territoire et sur les émissions de gaz à effet de serre. On est complètement aux fraises par rapport aux objectifs du PCAET. Et là, on a un document qui accroît encore plus l'écart entre ce qu'on devrait faire et ce qui va être fait. Donc c'est entre le catalogue d'intentions qui est affiché ici et la réalité de ce que va impliquer plus 9000 habitants par an, on est dans une incohérence complète et aucune prescription, aucune étude d'impact réel sur qu'est-ce que ça veut dire sur la politique de transport, qu'est-ce que ça veut dire réellement sur la consommation des terres, qu'est-ce que ça veut dire réellement sur les services publics. On est dans un catalogue d'intentions sans réalité. Donc Jean-Luc Moudingue, c'est un peu le capitaine du Titanic, quoi. On maintient le navire à toute allure, alors que les icebergs sont de plus en plus gros, de plus en plus visibles, qu'il y a un consensus scientifique sur le fait qu'il faut ralentir et concevoir la ville différemment. Là, on est sur le même logiciel, celui des années 80, et c'est plein pot en direction du naufrage. Voilà, sur la chaufferie biomasse, je vais être très rapide, mais c'est un exemple, je parlais de problème de démocratisation. Donc sur la chaufferie biomasse, l'élément clé qui va être la discussion, c'est la question du comité de suivi citoyen. En fait, c'est un bon exemple, la chaufferie biomasse, de la question de l'implication des habitants dans la construction de la ville. Aujourd'hui, on a un projet qui s'est construit avec une opposition des habitants, il y a eu beaucoup d'allers et retours. La dernière fois, on a réussi à faire acter la création d'un comité de suivi citoyen sur l'installation de géothermie. Mais ce dont on s'aperçoit, c'est que dans les modalités qui vont être proposées demain par la majorité, on est sur un comité de suivi citoyen qui est sous contrôle. En gros, la philosophie de Jean-Luc Moudingue, c'est qu'il y a les bons citoyens et les mauvais citoyens. Donc les bons citoyens, c'est ceux qui sont désignés par les maires de quartier pour faire partie du comité. Mais le tissu associatif qui est indépendant, les comités de quartier, les associations qui se sont montées sur ce projet sont totalement écartés du comité de suivi. Donc on voit cette conception de la démocratie sous contrôle, cet acharnement à dire que la démocratie représentative, c'est l'alpha et l'oméga de la démocratie. On en parlera dans quelques... Caro va rentrer dans ce détail-là et c'est le sens du vœu qu'on va poser là-dessus. On est sur la construction de la ville pour les gens, mais pas avec les habitants et les habitantes. Donc nous, on va porter un amendement pour demander à ce que le comité de suivi citoyen soit étendu à des associations, aux comités de quartier qui ont une indépendance par rapport aux bureaux de quartier qui sont soumis aujourd'hui à la décision du maire. Voilà, donc, globalement, ça c'est le sujet chaufferie. Dernier point, donc, notre vœu sur la démocratie et la question des violences. Oui, alors, donc comme on l'a vu, monsieur qui est arrivé un peu en retard, on avait on vous propose aujourd'hui 3 sujets, hein, donc le PADD dans le cadre qui est le document préalable au PLUIH, la chaufferie biomasse et les vœux. Alors je vais dire quand même un mot parce qu'il y a 2 vœux qui vont être présentés par nos groupes, donc je dis juste un mot sur l'autre. Il est porté par le groupe MESC, présidé par Isabelle Hardy et Thomas Kerman, mais on s'y associe contre le projet d'autoroute Toulouse-Castres, parce que c'est un projet dépassé à tous les niveaux. Donc je ne vais pas en parler là, mais si vous voulez, on peut en parler après si vous avez des questions. Et donc notre vœu, le vœu que nous portons nous, s'intitule « Pour la protection du droit de manifester et de l'expression démocratique ». Oui, parce que comme on l'a dit tout à l'heure, le Conseil métropolitain a lieu le même jour que la 12e journée de manifestation contre la réforme des retraites. Donc on voulait aborder ce sujet d'une manière ou d'une autre. Il y aura un liminaire qui sera porté par Jamal El-Arch qui l'abordera au Conseil. Et puis ce sera d'ailleurs un fil rouge probablement tout au long de la journée, mais donc un vœu qui
qui essaye d'exprimer de manière un peu sereine ce qu'on pense de tout ça. Donc, qu'est-ce qui explique les violences et en tout cas les tensions? C'est d'abord le déni de démocratie dont a fait preuve le gouvernement et le président de la République avec le 49.3, avec le fait de ne pas écouter les syndicats pourtant unis en intersyndicales, avec des déclarations méprisantes du chef de l'État envers des manifestants et les manifestants qui sont pour une part ses électeurs quand même, et alors qu'il y a un rejet de la population massif par rapport au projet de réforme des retraites. Donc bon, tout ça génère une colère. Voilà, nous ce qu'on veut dire, c'est qu'on n'oublie pas que c'est la colère, elle est quand même provoquée par le gouvernement et par sa surdité. Donc on a proposé un vœu qui rappelle un petit peu 2-3 règles d'une vie dans un État démocratique qui sont l'écoute et l'attention portée à l'opposition, surtout quand elle s'exprime dans la rue, et la considération pour l'expression de ces oppositions, qui passe notamment par le droit de manifester. Donc nous, on considère de manière générale, même si c'est pas évidemment au Conseil métropolitain que ça se décidera, on pense comme l'intersyndicale que la seule solution pour apaiser, de la part du gouvernement, c'est de retirer ce projet de loi. Par contre, on estime qu'il y a une responsabilité locale, des autorités politiques locales, de participer à cet apaisement, plutôt que de mettre de l'huile sur le feu, comme le fait Jean-Luc Moudenc, avec des déclarations sur des aspects annexes, voilà. Et jamais, il ne prend pas la parole sur la situation et sur la cause initiale de la situation. Et donc on lui propose, en se fondant sur une étude de la Fondation Jean Jaurès, qui propose la mise en place de débats autour de la question de la refondation démocratique du pays. Donc on lui propose d'organiser et d'encourager les communes de la métropole à organiser des débats sur ce sujet, et cela pour rechercher l'apaisement. Et on lui demande aussi, parce qu'il y a quand même cette question des violences policière, de la manière dont le maintien de l'ordre se met en œuvre, qui s'est dégradé dans les toutes dernières manifestations. Depuis janvier, c'est donc la 12e journée, il y a eu des manifestations qui se sont très bien passées, quoi. Et on voit dans les dernières, manifestement une stratégie différente de la part des forces de l'ordre. Donc on demande à Jean-Luc Moudenc d'interpeller le préfet pour que les gens puissent continuer à manifester leur opposition, ce qui est un droit fondamental, sans prendre de risques pour leur vie. Voilà. Et de pouvoir manifester tranquillement dans la rue et pas risquer d'être maltraité. Voilà. Et peut-être que ça fait longtemps qu'on parle quand même, donc on va peut-être vous laisser poser des questions sur ces sujets, ou sur d'autres d'ailleurs, parce qu'il y a d'autres sujets à l'ordre du jour évidemment du Conseil. Sur la chaufferie, quelles sont vos craintes aujourd'hui par rapport à l'évolution de ce projet? Parce qu'on en a beaucoup parlé, est-ce que ça a avancé ces derniers temps? Alors oui, il y a eu des avancées, par exemple le fait qu'on a beaucoup poussé pour l'étude de la géothermie pendant longtemps en parlant des problèmes, des limites du potentiel biomasse, à la fois sur l'approvisionnement en bois, mais aussi sur les rejets de particules fines et la pollution atmosphérique. Donc on a été écouté là-dessus, à force d'avoir poussé finalement comme un des 4 potentiels candidats à apporter le sujet de géothermie, c'est celui qui a été choisi. On reste vigilant parce que le potentiel de géothermie n'est pas avéré, donc c'est très bien qu'on puisse fouiller le sol pour voir justement quel est le potentiel de géothermie de Toulouse. Ça va permettre aussi d'ouvrir la question de la géothermie à toute la métropole, donc ça c'est très positif. Par contre, reste la question si jamais on ne trouve pas, et il y a pas mal de voix qui s'élèvent en disant est-ce qu'il y a une sincérité dans l'étude de la géothermie, ou est-ce que c'était pas plutôt un moyen d'éteindre la contestation?
Donc la question qui se pose, c'est que si on rebascule sur de la biomasse, on a une centrale bois qui va être d'une taille colossale en termes de puissance, et donc les riverains sont très inquiets sur les filtrations, parce qu'aujourd'hui il y a des angles morts sur les particules fines, c'est-à-dire qu'on a des études sur les particules PM10 pour entrer dans le détail, mais sur les particules plus fines, les PM2,5, voire même les ultra fines qui sont très cancérigènes, là on est dans le flou. Alors que dans des pays comme dans l'Allemagne, on est un peu dans le principe de précaution, et ils installent des systèmes de filtration sans avoir besoin d'attendre des nouvelles normes de manière à anticiper cette question-là. Donc on est inquiet et donc c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait une attention citoyenne, et si on bascule en projet chaufferie biomasse, il faudra être beaucoup plus attentif à ça. Donc on avait porté par exemple cette question de la filtration, on avait porté de la question de la compensation. Les citoyens avaient amené quelque chose d'intelligent, c'était de dire on comprend, on n'est pas des opposants stupides, on comprend le bénéfice de moyens d'énergie renouvelable quelque part dans la métropole, mais ce qu'on demande, c'est que les habitants qui vont avoir l'impact immédiat et direct de la pollution autour bénéficient de compensation, par exemple, sur la rénovation énergétique de leur bâti, parce que tous ceux qui sont en habitat diffus ne pourront pas se raccorder. Et ils vont avoir les nuisances sans avoir le bénéfice du raccordement au réseau, qui est impossible si vous avez une installation électrique ou gaz. Les coûts de transformation pour bénéficier d'un réseau de chaleur sont inabordables pour un particulier ou une petite copropriété. Et donc on avait proposé que justement ce soit dans l'idée de la sobriété et de la baisse de la consommation que, en accord avec les habitants, parce que c'est eux qui nous avaient remonté l'idée qui était bonne, ce fonds de compensation pour de la rénovation énergétique a été refusé. Filtration, refusé. Des amendements ont été posés sur la provenance du bois, refusés. Donc il y a encore beaucoup de choses qui sont encore floues, sur lesquelles il faut continuer à mettre la pression et faire en sorte qu'on aille plus loin que uniquement se baser sur la réglementation. Puisque par exemple l'OMS va durcir. L'OMS a déjà annoncé qu'aujourd'hui la problématique de la pollution atmosphérique était telle que les seuils qui étaient aujourd'hui ceux qui sont en cours pour définir la réglementation européenne allaient être accentués. Et l'OMS a publié des nouvelles normes beaucoup plus drastiques. Et là, l'Union européenne est en train de les décliner. Donc on sait en plus qu'on va devoir aller beaucoup plus loin sur la protection de la pollution atmosphérique. On le sait. François Chollet a dit clairement, oui, on en a conscience, on sait, mais pour l'instant, les normes n'ont pas bougé, donc on ne fait pas. Alors que cette installation va durer 30, 40, 50 ans, donc il faut prendre les devants. Donc il faut continuer à accentuer cette pression, et il faut avoir de la transparence vis-à-vis des habitants et les inclure autour de la table. Et donc on était content de voir que le comité de suivi citoyen, l'idée qu'on avait proposée était prise, mais là, qu'est-ce qu'on voit? C'est que des industriels autour de la table, des représentants triés sur le volet, mais personne du tissu associatif, personne des comités de quartier, et les habitants qui sont invités au bord de la table seront sélectionnés par le maire de quartier. Donc, on voit bien les biais. Et donc là, nous, on porte un amendement sur ce comité de suivi pour dire il faut une pluralité. Et il faut arrêter d'avoir peur des habitants et de considérer il y a ceux qui sont dociles et qui sont favorables à la majorité qu'on met autour de la table, et toutes les voix dissidentes sont exclues. Il y a une vraie défiance, et ça c'est une caractéristique, il y a une défiance vis-à-vis des habitants, et il y a une volonté de tenir à l'écart, Caroline en parlait sur l'opposition, de tenir à l'écart des discussions toute personne qui ne rentre pas dans le projet. Nous, l'opposition, on a proposé plusieurs fois d'intégrer des groupes de travail, etc. C'est niette, on n'a pas accès aux documents, on nous donne les délibérations totalement ficelées en disant c'est ça ou rien. Et les habitants ont énormément de mal à rentrer dans le débat public. Et on le voit, la problématique de la démocratie actuelle, la défiance vis-à-vis des politiques s'accroît de jour en jour. Il y a des opportunités d'inviter les habitants autour de la table pour recréer cette confiance. On fait le contraire. Jean-Luc Moudingue, c'est Macron. C'est le même mode de fonctionnement. J'ai été élu, je suis seul, je ne dois rien à personne. La démocratie française est représentative. C'est un blanc-seing pour 5 ans. On a eu la même discussion sur la jonction Est. L'exécutif métropolitain nous dit on a été élu, donc la jonction Est, on l'a fait. 94% des habitants sont contre, rien à foutre. Ça, c'est la consultation, mais bon, il fallait la faire réglementairement, on l'a faite. 94% des sondés sont contre, on avance. La loi sur les retraites, 93% des actifs sont contre, rien à foutre, on continue. Donc là, il y a un véritable déni de démocratie. Et la chaufferie, c'est un exemple, mais la jonction Est en est une autre. Vous prenez le PLU et les pollutions là, dans le nord de Toulouse.
on camoufle les informations à l'opposition, aux habitants. Les habitants, depuis 50 ans, se plaignent de l'usine de batterie, se plaignaient des problèmes de santé qu'ils avaient, et on leur disait non, non, il n'y a pas de problème. Et aujourd'hui, il y a 12 000 personnes qui sont sous surveillance sanitaire, et en plus, les pouvoirs publics ne se donnent pas les moyens de faire que tout le monde se teste pour savoir vraiment où on en est. Mais par contre, on veut construire 800 logements et des écoles sur des terrains qui sont pollués, et ça passe crème. Et nous, ça nous fait craindre parce que voilà, comme l'a dit Max, c'est une manière d'être en relation avec les habitants, avec la population, qui en fait nourrit une colère qui va profiter au final à l'extrême droite. Toutes les études le montrent, enfin, voilà, ça indique. Et donc nous, on est inquiets sur les faits en question, et on est inquiets plus globalement sur ce que ça crée pour le vivre ensemble. Voilà, il y a un mot un peu galvaudé, mais néanmoins. Parce que c'est ça, ce qu'on voit effectivement, c'est qui bénéficie de tout ça, c'est l'extrême droite. En s'acharnant aussi, en faisant un mélange des genres terrible sur la gauche, l'ultra-gauche, l'extrême-gauche, et les propos de Darmanin sont totalement inadmissibles. On vient créer une confusion et dont tranquillement, dans l'ombre, bénéficie l'extrême droite, sans rien avoir à faire par cet acharnement. Et Jean-Luc Moudenc fait exactement la même chose qu'Emmanuel Macron, c'est-à-dire taper sur les mêmes, en pervertissant aussi le sens des mots, en faisant une confusion entre des propositions qui sont faites et l'extrême gauche, en caricaturant. Et ça, ce glissement démocratique, il est vraiment dangereux parce qu'on sait qui en bénéficie. Donc là, Jean-Luc Moudenc fait le jeu de l'extrême droite. Sur la manif de demain, vous craignez que ça se passe pas bien pour aller de la manif Oui, il n'y a aucune raison que ça se passe mieux qu'avant. Il y a les ordres, la politique du maintien de l'ordre aujourd'hui, elle est faite pour accentuer les affrontements. La police est en roue libre. Il y a toujours autant de policiers mobilisés. C'est vrai que c'est pas des infos qu'on arrive à avoir non plus. Je pense que la problématique, c'est pas le nombre de policiers mobilisés, c'est les consignes qui leur sont données. C'est ça la problématique, c'est pas le nombre. Il peut y avoir des policiers tout autour de la manifestation qui encadrent, qui protègent. C'est pas problématique. Ce qui est problématique, c'est quelles sont les consignes qui sont données. Est-ce que on mène des attaques préventives, parce qu'en fait c'est ça que le gouvernement fait. Et est-ce qu'on cherche à terroriser la population de façon à la dissuader de manifester? On le sait tous en l'entendant autour de nous. Beaucoup de gens n'osent plus manifester parce qu'effectivement, quand on se fait gazer dans un petit village comme Prades, ou que effectivement à Toulouse on prend des gaz lacrymogènes, du canon à eau sans qu'il n'y ait rien eu, il y a une problématique, il y a une volonté de terroriser. Ça ne s'appelle pas le dialogue, ça ne s'appelle pas la démocratie. Les syndicats ont évoqué peut-être l'idée, c'est une idée, mais par exemple de changer le parcours. Là non plus, c'est difficile d'avoir des infos, mais ça pourrait être, je sais pas, l'idée parmi tant d'autres. Le parcours est anecdotique. En fait, Ouais. la clé, c'est la politique du maintien de l'ordre. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit dans tous les pays européens, on pratique une politique du maintien de l'ordre qui est celle de l'apaisement, de la pacification. Les syndicats policiers, donc évidemment pas Alliance, mais le disaient, c'est-à-dire qu'ils pourraient très bien anticiper les entre guillemets fauteurs de troubles, les personnes qui viennent et qui viennent accentuer la tension entre les manifestants qui, dans la grande majorité, sont totalement pacifiques. Nous, on a participé. C'est extrêmement bon enfant. Les syndicats font leur travail avec le service d'ordre de manière à ce que ce soit pacifié. Il y a un respect du cortège et du circuit. Et donc, il y a quelques éléments qui pourraient très bien être anticipés. Il y a une politique aussi de l'utilisation de la NAS, l'utilisation excessive des gaz lacrymogènes, l'utilisation des LBD. Aujourd'hui, on est sous le feu des projecteurs internationaux. L'ONU condamne la France sur sa politique de maintien de l'ordre. Les associations internationales des droits de l'homme aussi fustigent. Tous les médias et toute la presse internationale se demandent ce qu'on est en train de faire, et il y a clairement moyen de faire différemment. Donc là, aujourd'hui, il y a une politique du maintien de l'ordre délibérée, d'accentuer les tensions et de faire dégénérer les manifestations. Et c'est ça qu'il faut interroger. Il ne faut pas chercher un coupable chez les flics ou dans la population. C'est le système, c'est les consignes politiques qui sont données
à la police et qui laisse les dérives, avec la question de l'impunité aussi vis-à-vis des violences policières. Donc là, on a une direction politique qui est donnée au maintien de l'ordre qui aggrave les tensions. Et c'est là-dessus que Jean-Luc Moudingue devrait intervenir, pour dire il n'est pas admissible que la politique du maintien de l'ordre débouche dans notre ville sur de tels débordements. Ça peut s'anticiper, il devrait interpeller le gouvernement là-dessus, plutôt que de pointer du doigt, comme on dit, voilà, quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. On est vraiment là-dessus. On est sur une focalisation sur les symptômes. Nous, ce qu'on demande, c'est de prendre de la hauteur et de regarder les causes et d'aller chercher. La politique de responsabilité, être en responsabilité, c'est traiter les causes. Il avait fait campagne sur je veux protéger les Toulousains. Ben, là, c'est une bonne. Sa responsabilité, elle est d'aller interpeller le préfet et de dire là, mes Toulousains sont en danger. Enfin, les manifestants dans les rues de Toulouse peuvent courir un risque, donc voilà. Voilà. Et vous n'avez pas parlé, je crois, de la grève des éboueurs. On peut en dire un petit mot, vous regardez ça aussi ou pas? Parce que ça commence à... Je pense à ça parce qu'il y a eu, je crois que c'est le maire qui lui-même a dit rentrez vos poubelles. Je pensais que ça peut être un outil voilà, pour mettre le feu. Est-ce que, au-delà de la manifestation, vous suivez un petit peu ce qu'on parlait de l'incinérateur aussi, de ce conflit qui commence un peu à se ressentir par le mot. Ouais. On est dans la même situation, c'est-à-dire que l'histoire de rentrer vos poubelles, on est dans la question des symptômes et d'aller pointer la responsabilité individuelle au lieu de regarder la responsabilité collective. Parce que le problème de la pénibilité, par exemple, si on prend effectivement les gens qui travaillent, qui ramassent les poubelles, il y a un problème de pénibilité. On est sur des emplois où, très clairement, espérer que les gens puissent travailler jusqu'à 64 ans, c'est les priver de retraite, c'est leur dire... vous avez, enfin, quand on voit l'espérance de vie en bonne santé, qui se dégrade en France, parce qu'on nous parle toujours de l'espérance de vie, mais ce qui est important, c'est l'espérance de vie en bonne santé, elle se dégrade. Les éboueurs ont mené un conflit dur à l'hiver dernier, sur lequel ils ont obtenu, ils ont très peu obtenu, c'est-à-dire qu'en fait, la pénibilité aujourd'hui dans le droit français est de moins en moins prise en compte, et on s'étonne que ça provoque des réactions de violence, et puis surtout la question du blocage. Pourquoi est-ce que des individus en arrivent à faire du blocage? Ça en arrive à faire du blocage parce que justement il y a un blocage démocratique. Le problème, c'est pas le blocage des dépôts de poubelles, c'est pas le blocage de l'incinérateur, le problème c'est le blocage de la démocratie. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que les habitants réalisent? Ils réalisent qu'effectivement, manifester pacifiquement, tranquillement, aujourd'hui n'est plus entendu. La responsabilité du gouvernement, la responsabilité du maire de Toulouse, c'est de laisser une place ouverte au dialogue, au débat. Parce que quand on supprime le dialogue, quand on supprime le débat, ben effectivement, on amène les gens à se positionner autrement et donc à bloquer. Donc nous, ça ne nous pose pas de problème que des gens bloquent, effectivement, à partir du moment où ils ne sont pas entendus. On ne peut pas demander aux éboueurs d'aller travailler jusqu'à 64 ans, s'ils y arrivent, hein, d'obtenir la retraite avec des maladies et une espérance de vie très raccourcie, voire pas du tout d'espérance de vie, et leur demander de rester tranquillement à la maison. Alors qu'en plus, quand ils vont manifester, ils se font gazer et réprimer. Donc il y a un moment où, encore une fois, il faut prendre les causes et les traiter au départ et pas se focaliser sur les conséquences. Vous pensez que ça peut durer parce que vous parlez du conflit de l'hiver dernier? Bah, donc là, c'est dans le cadre... Enfin, oui, c'est dans le cadre de la réforme des retraites. Donc nous, on est solidaires du mouvement national et on est évidemment du coup solidaires des choix qui sont faits stratégiques des organisations syndicales en interne. D'autant plus qu'elle s'ajoute à cela une difficulté du dialogue social à l'intérieur de la métropole. Enfin, oui. Voilà, il y a eu plusieurs réformes, enfin, il y a une grande réorganisation des services qui s'appelle Proxima, voilà, qui engendre beaucoup de souffrance. Qui engendre beaucoup de souffrance. Ça vient en plus après d'autres discussions sur la mise en place de réformes dont on a déjà parlé. Mais donc du coup, ça peut durer si se poursuit le conflit nationalement et localement. Voilà.
Donc, globalement, depuis le début du mandat, il y a un changement d'optique de Jean-Luc Moudinque. On est dans la brutalité Oui. vis-à-vis de tout ce qui est dialogue. Donc brutalité vis-à-vis des habitants, avec des concertations qui sont complètement niées, brutalité vis-à-vis de l'opposition, on a un ton de plus en plus agressif et violent vis-à-vis des opinions différentes, et brutalité vis-à-vis des organisations syndicales. Les syndicats le disent, il n'y a plus de dialogue. C'est-à-dire que les réformes, tout ce qui est modification liée à l'organisation du travail au sein de la métropole et de la ville, ça tombe avec une verticalité, une autorité qui était déjà un peu présente, mais là qui s'accentue. Donc typiquement, on arrive à des moyens, les gens prennent les moyens d'expression qu'il en reste, quand il y a plus, quand le dialogue est rompu. Donc la responsabilité, c'est, j'en reviens, c'est pas de dire aux gens rentrez vos poubelles, ça c'est stigmatiser les habitants sur la responsabilité individuelle. C'est prendre la responsabilité collective. Donc Jean-Luc Moudinque devrait s'exprimer sur les conditions du dialogue social, sur la réforme et sur la crise démocratique qu'il y a aujourd'hui en France. Voilà, on est sur, au lieu de c'est éteignez l'eau du robinet quand vous brossez les dents, et par contre, ne vous inquiétez pas, on va urbaniser plein pot, on détruit les espaces naturels, on fait la jonction Est. Donc il ne faut pas, Jean-Luc Moudinque reporte la responsabilité sur l'individu, alors qu'il doit, le rôle du politique, c'est d'assumer une responsabilité collective. Ok. Moi, je veux bien faire un petit son avec une ou deux prises de son pour la radio. C'est bon. Vous avez été clair sur le point. Long, c'est sûr, clair, c'est vous qui me Si dites. vous avez des Tant mieux. questions qui vous viennent d'ici, N'hésitez pas. Voilà. Moi, je peux y aller. Tiens. Moi aussi, vraiment, j'aurais